Vous partager quelques infos en attendant que ça se remplisse. Euh, Moi, j'ai rencontré Emmanuel il y a quoi? Il y a 3, 4 mois déjà. Euh, J'avais beaucoup entendu parler des boîtes par lesquelles Emmanuel est passé, que ce soit Multiposting, parce que c'est dans le milieu du recrutement, qui est un milieu que je connais un petit peu, parce que Easy Movie, qui est une très belle boîte tech que j'ai eu l'occasion de suivre. Euh, et par contre, j'avais rarement eu l'occasion, j'avais pas encore pu échanger avec toi, Emmanuel. Et ce qui m'a frappé, c'est que les problématiques qu'on s'est partagées sont des problématiques et que toi tu as vécu chez Easy sont des problématiques très actuelles en fait. C'est la thématique en fait, la grande thématique de 2024, c'est comment est-ce que tu survis dans le contexte actuel. Euh, Comment est-ce que tu aides ta boîte tech finalement euh, dans la recherche de la rentabilité, euh, la recherche de l'optimisation de tous les KPI, euh, que ce soit en autofinancé ou pas d'ailleurs. On a des boîtes tech qui sont pas forcément complètement autofinancées, qui ont quand même un peu levé, mais qui ont quand même pas non plus le budget illimité et sont tout de même sur ces problématiques-là. Donc, on est sur un sujet qui est un peu la toile de fond générale de la scène tech actuelle en 2024, mais qui en réalité est là depuis très longtemps. Et Emmanuel a connu ça chez Easy Movie et on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Il va nous partager un peu ce qu'il a pu vivre. C'est hyper intéressant d'avoir des histoires d'entreprises tech qui ont connu ça. L'idée aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir un playbook pour exploser ses chiffres, exploser ses métriques, forcément passer de 2 à 100. Aujourd'hui, il y a plein de modèles de boîtes autofinancées qui sont bien à 10, 20, 30. L'idée, c'est simplement de comprendre quel challenge il peut y avoir, comment est-ce qu'on navigue dans ce genre d'environnement, quelles sont les méthodes, les conseils, et d'avoir un retour d'expérience. On a beaucoup d'exemples de boîtes aujourd'hui qui ont pas ou peu levé. Je pense à des boîtes tech que je connais bien. Je pense à Fleet dans le leasing. Je pense à Lemlist à une époque. On a du Live Mentor dans les tech, Artspare, Mojo. Je vous invite à regarder si vous connaissez pas Mojo Vidéo. C'est une app impressionnante. C'est très impressionnant ce qu'ils font à 10-15, euh, que ce soit en termes de produits, de chiffres, de voilà. Donc on a pas mal de modèles qui suivent ça, pas mal de startups qui suivent ça, et en fait tout ça, ça crée un espèce de modèle et une littérature qu'il est intéressant, vraiment intéressant d'exposer. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce talk avec Emmanuel. Emmanuel, t'es passé par les Movie, tu nous en diras un peu plus. Avant de te laisser nous raconter ton parcours, on avait quelques docs à vous partager. On aime bien faire ça maintenant en début de talk. Euh, alors, je crois qu'il y a deux docs, pardon. Il y a un doc sur les bonnes pratiques lorsque tu recrutes au produit. Donc, nous, aujourd'hui, on a énormément de littérature, et notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques de recrutement, quelle que soit la verticale métier, produit ou tech. Donc, on a un doc qui concerne les bonnes pratiques côté produit. Je vous recommande vachement. Si c'est un vrai sujet aujourd'hui, chez vous, il y a énormément voilà, de conseils très concrets, très tangibles, partagés par finalement notre réseau, The Product Crew, les CPO, les Head of Design, qu'on a la chance d'avoir dans la communauté. Il y a des templates d'études de cas, il y a des scorecards, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Et puis notre enquête salaire de 2023, qu'on va renouveler dans pas très longtemps d'ailleurs, que je vous recommande de regarder si c'est un sujet pour vous. Euh, Au-delà de ça, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent The Product Crew, on est un copilote du recrutement, tech et produits. On existe depuis 3, 4 ans. On a la chance de se baser sur un réseau très qualitatif de top profils. Euh,
dans le product management, dans le product design et dans la tech en général, software engineer, que ce soit front, back, full stack et data. Data qui est l'une des plus grosses communautés, l'une des plus grosses croissances de la communauté TPC ces derniers mois. Si c'est des sujets pour vous, si vous posez des questions, de quel profil est-ce que j'ai besoin dans mon contexte actuel, qu'est-ce que, comment se porte le marché actuellement, ou alors tout simplement besoin d'accélérer sur votre recherche, n'hésitez pas, contactez-nous, je serais ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Voilà, on est une petite soixantaine. On est entre nous. N'hésitez pas à nous poser un max de questions, à poser un max de questions à Emmanuel. On est là pour échanger, répondre à des problématiques très concrètes, partager des problématiques très concrètes. L'idée, c'est d'en tirer un max de valeur pour tout le monde. On est ensemble jusqu'à 13 heures. Emmanuel, je te laisse prendre le relais. Yes, merci beaucoup. Hop, je partage mon écran. Ça devrait charger, ça devrait être bon. Ok, Ouais. c'est bon. Top. Eh ben, merci beaucoup, Mehdi. Merci à tous d'être là. Très, très content, très, très heureux. Je vais me présenter. L'idée du talk, c'est, je vais parler pas mal de mon expérience, de moi. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, ça sera plus interactif et ça sera mieux. Donc, qui je suis en deux mots. Donc, je m'appelle Emmanuel Issouret, j'ai plus de 11 ans d'expérience en produit. J'ai presque toujours fait du produit, presque tout le temps en start-up, différents rôles, différentes situations, mais en gros de 1 à plus de 100 personnes, où j'avais déjà monté ma boîte, j'ai rejoint des entreprises en tant qu'associé, en tant que salarié, différents rôles. Et là, je vais m'appuyer sur pour ce talk, sur deux expériences qui ont été assez structurantes et assez fortes chez moi. Donc, une chez Multiposting, ma première expérience, où j'étais resté 3 ans en premier product manager, en fait. La boîte a été rachetée par SAP et EasyMovie, donc pendant presque 6 ans, qui a été racheté par Fenareo. Donc le talk, vous avez vu, normalement vous êtes au courant, hein, si vous êtes inscrit, c'est comment justement passer, on va s'intéresser aux entreprises tech autofinancées. Et ce passage un peu de 2 à 100 personnes qui change pas mal de choses. Et comme l'a dit Mehdi, plutôt qu'un playbook vraiment en recette de cuisine, parce que j'ai pas toute la recette, sinon je ferais une usine à start-up, hein, mais c'est plutôt de partager moi mes retours d'expérience. Donc ça va être très personnel. Et donc du coup, je vais mettre deux gros disclaimers. Le premier, c'est je vais beaucoup parler moi de mes expériences du coup, mais donc il faut bien comprendre le contexte. Le contexte, c'est donc deux expériences où à chaque fois, j'étais arrivé, il y avait une vingtaine de personnes. Et en 3, 4 ans, on était monté à une bonne centaine de personnes. Et donc, que ça soit Multiposting ou EasyMovie, la similarité, c'est que c'était des SaaS pour le B2B. C'était très sales-led. Donc, on ne parlait pas du tout de product-led. C'était vendu par des commerciaux. On visait surtout des grands comptes. Donc, typiquement, CAC 40, SBF 120 et un petit peu de mid-market. Mais voilà, pas du tout la PME ou les indépendants. Et donc les deux boîtes ont été autofinancées, et rentables pendant il y a Multiposting tout le temps et EasyMovie jusqu'à une bonne 50, soixantaine de personnes. Donc voilà, donc très concrètement, pour vous donner tout de suite des exemples, les fonctionnalités étaient vendues avant d'être conçues, surtout au début, et il y avait aussi du service qui était facturé, encore une fois, surtout au début, mais voilà. Le deuxième petit disclaimer, cette presse, quoi, je vais parler de mon histoire et c'est pas du tout une vérité absolue, hein. C'est pour inspiration. C'est mon point de vue personnel sur les choses. Moi, j'étais côté tech et produit, et donc du coup, voilà, déjà, en fonction des autres départements, c'est pas forcément le même point de vue. Deuxième point, c'est le scope, il est hyper large, donc je vais juste survoler quelques points. C'est les points qui moi personnellement m'ont pas mal marqué, et donc même les conseils que je vais donner, c'est un peu les conseils que j'aurais pu me donner à moi-même il y a quelques années. Euh, je pense le truc à toujours savoir, mais le contexte, il est primordial. Donc vous, bah voilà, en fait, c'est par rapport à votre contexte, il faut réinterpréter toutes les informations que je vais donner. Et enfin, le nombre d'employés, moi, je vais m'en servir comme d'un proxy pour suivre un peu la croissance du chiffre d'affaires, grosso modo, hein, sachant que un SaaS B2B rentable à Paris, grosso modo, c'est à peu près un chiffre d'affaires 100 000 euros par employé. Ça, c'est un peu l'ordre de grandeur.
Mais ça, moi, j'étais dans du coup des entreprises, voilà, où le but c'était de faire grossir le chiffre d'affaires. Après, en fonction de votre organisation, il peut y avoir d'autres buts. Hein. C'est pas un but en soi de faire grossir le nombre d'employés. Et on peut faire grossir le revenu sans faire grossir le nombre d'employés. Mojo est un très très bon exemple de ça. On peut voilà chercher à avoir plus d'impact, chercher à avoir plus de profit, de bénéfices plutôt que de chiffre d'affaires. Il y a tout un tas de d'autres d'autres indicateurs qu'on pourra utiliser. Et moi, je vais pas mal me baser sur le nombre d'employés. Et donc, j'ai structuré ça en trois étapes pour schématiser un petit peu, et trois étapes qui sont principalement en fait liées aux principaux risques pendant ces étapes. Donc, l'étape 1, que j'ai appelée product, donc c'est grosso modo de 2 à 20 personnes. Encore une fois, hein, ça peut être 10, 15, 20, 50, 30. Bon, voilà, en fonction de votre contexte. Moi, c'était plutôt 2 à 20. C'est grosso modo la grosse problématique, c'est de trouver le produit qui se vend de manière répétable. Deuxième étape, people, c'est de 20 à 50 grosso modo, et c'est construire l'équipe cœur qui va délivrer vite et bien. Troisième étape, celle de plutôt process, donc on trouve product, people, process. Là, c'est un peu 50 à 100 personnes, on commence à avoir une orga, et là, c'est comment l'aligner pour rester efficace et garder cette culture du coup de rentabilité qui va être la thématique du jour. Donc c'est parti, on va rentrer maintenant dans le nerf de la guerre avec la première étape du coup de 2 à 20. Donc objectif, c'est vraiment trouver son positionnement. Hein. C'est qui sont nos prospects, nos clients, donc quel est notre segment marché, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins et quelle valeur nous on peut apporter. Ça, c'est vraiment passer de 0 à 1, mais qui est en gros de 2 à 20 personnes, ou de 0 à 1 ou 2 millions de CA, grosso modo. Avec le risque principal de cette étape, hein, on le connaît tous quand on lance un projet, c'est de développer un produit qui n'a pas de marché. Donc soit il n'y a pas de besoin, soit on n'arrive pas à se différencier, la concurrence est déjà trop forte, soit personne ne veut payer pour. Donc par rapport à ça, je fais un petit topo un peu, mais encore une fois, le contexte est clé. Dans cette étape-là, donc qu'on soit à 2 personnes ou à 10 personnes, hein, en général, en tout cas moi, les contextes que j'ai connus, il n'y avait pas de data. Tout se faisait à l'intuition. Ça marchait plutôt pas mal. C'est une étape où on n'a aucune légitimité sur le marché. Donc, encore une fois, peut-être si on est avec des serial entrepreneurs ou des pontes d'un sujet, peut-être qu'on en a un peu plus. Moi, c'était pas le cas. Même les founders, voilà, tout était dur du coup. Il n'y a rien qui marche tout seul. Il faut un énorme effort pour pousser et pour allumer un peu. Et le fait d'être autofinancé, ça impose vraiment à être rentable dans l'ADN et au-delà même de la rentabilité, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc il faut trouver de l'argent pour pouvoir engager des dépenses. Donc grosso modo, ça se traduisait par vendre avant d'avoir vraiment des développeurs ou autres pour réaliser. Donc j'ai toujours été dans des cas, en tout cas dans ces deux expériences, où le produit était vendu sur le papier avant d'être prêt. Euh, et, euh, Et dans les deux cas, il y a eu, pour amener un peu d'argent à très court terme, du service qui a été facturé. Donc sous différentes formes, hein, soit sur du budget formation, soit du budget consulting. Et voilà, trouver un peu le moyen de ramener de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est des étapes où il n'y a pas de roadmap, grosso modo, quoi. En tout cas, de roadmap vraiment qui vient de l'entreprise. C'est pas mal. Ça se construit vraiment au fur et à mesure et l'échelle de temps, c'est vraiment de quelques semaines et tout peut changer en fonction des prospects et des clients. Donc le plan d'action par rapport à ça, c'était beaucoup définir vraiment quel est notre problem space. Je n'ai pas trouvé vraiment de traduction en français, mais donc c'est un peu quels sont les utilisateurs, leurs problèmes, leurs besoins et voilà, quel est en gros l'ensemble de problèmes qu'on va essayer de tacler. Et voir du coup concrètement là-dessus à qui on arrive à vendre et quoi concrètement. Donc ça demande d'avoir des convictions parce qu'il faut quand même qu'on arrive en disant on a une proposition de valeur, on a quelque chose à vous apporter et en même temps d'être hyper souple sur les solutions. Donc c'est pour ça on vraiment s'attacher à un problème et bien comprendre le problème et le contexte. Mais en fait c'est le client qui va nous donner ses vrais besoins et en tout cas dans un premier temps et les solutions dont il a besoin. Et ça, en fait, ça permet de montrer en fait qu'on a bien compris, d'avoir une approche faussement service, mais de lui dire, OK, bah, voilà un peu le cahier des charges, voilà des maquettes, voilà des protos, et en fait de commencer à vendre avant vraiment d'avoir un truc 100% fonctionnel.
Quelques conseils, et grosso modo, c'est d'être hyper pragmatique. Ça, vous l'aurez compris, il faut aller chercher l'argent là où il est et, euh, et en fait de créer beaucoup d'empathie avec ses clients. Tout repose sur la confiance et voilà, donc il faut comprendre de l'empathie pour comprendre vraiment nos clients, les besoins, leur contexte et aussi pour créer un lien très très humain avec ses clients où ils savent que quoi, ils savent hein, quand c'est des petites boîtes et ça, ils savent que ça va être à l'arrache, qu'on n'a pas les moyens, qu'on on survend beaucoup de choses. Et donc si on arrive à compenser avec de l'humain, ça passe beaucoup mieux. Et donc avec de l'empathie, bien comprendre aussi eux quels sont vraiment leurs objectifs, sur quoi vraiment on peut pas se planter et on doit délivrer, sur quoi en fait bon il y a une petite zone de négo. Voilà. Donc il y a beaucoup de littérature sur le sujet. Grosso modo c'est la phase de product market fit. Y Combinator est un très bon exemple, mais voilà chacun sa source. Euh, je pense que les petits conseils que j'aurais aimé entendre moi à cette époque-là, il faut quand même savoir ce qu'on veut devenir, ou en tout cas pas devenir. Et donc ça, c'est libre à chacun. Mais par exemple, quelle est la place du service? Quelle est la place du produit? Voilà. Et donc ça se traduit par des choix. Hein. Donc autre contexte, hein, ça va sembler complètement obsolète, mais pas typiquement multiposting en 2012, quand j'y étais, eux, ils avaient fait le choix. Donc la boîte avait été créée en 2008, il me semble. Et eux, ils avaient fait le choix de pas faire de on-premise et de faire vraiment du SaaS que dans le cloud et ça. Et à l'époque, pour vendre aux grosses entreprises, c'était presque un no-go. Mais en fait, ils avaient ce modèle-là, en France, en tout cas. Ils avaient ce modèle-là, convaincus qu'ils voulaient faire un SaaS, c'est ça qu'ils voulaient faire. Donc, ils étaient prêts à ce que ça marche moins vite et moins bien. Et donc, au départ, ils ont pas mal galéré mais avec cette conviction de nous, on veut quelque chose de hyper scalable, hyper rentable, on veut des taux de marge à 90%, et donc on veut pas installer sur des serveurs. Ça, donc on veut faire du cloud. Un non-sujet maintenant, mais à l'époque c'était un vrai pari, et en fait ils ont perdu énormément de deals avec ça. Ça, c'est l'exemple de, ils savaient ce qu'ils voulaient devenir et pas devenir, et voilà, ils ont construit comme ça l'entreprise. Donc, autre point, c'est être hyper déterminé, parce que pour convaincre, il faut être convaincu soi-même et tout en restant hyper ouvert et flexible pour vraiment entendre et comprendre les clients. Autre point que j'ai vraiment appris, c'est tout le monde doit vendre. C'est vraiment là, c'est une étape où chaque mois, 1000 euros, 5000 euros, ça change énormément de choses. Ça change, bah, est-ce qu'on va pouvoir se payer à la fin du mois? Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement débloquer du budget pour autre chose? Est-ce qu'on va pouvoir s'acheter du café? Est-ce qu'on va pouvoir... Chaque euro compte. Euh, donc je parlais un peu de survendre. Souvent c'est le cas et en fait c'est une étape où il faut être assez malin quand on est autofinancé et de voir en fait quelle est la promesse, comment on va faire pour délivrer et, euh, et voilà et comment on peut compenser. Et donc c'est typiquement multiposting, donc c'était le premier produit, c'était de la multidiffusion d'annonces d'emploi, donc c'était grosso modo un formulaire qu'on remplissait et qui allait via des petits robots remplir tous les formulaires. Et donc, c'est ce qu'ils avaient commencé à développer avec leur budget, c'était toute l'interface. Alors maintenant, on pourrait tout faire en no-code, mais à l'époque, ça existait moins. Mais toute l'interface, en fait, pour collecter, pour faire un formulaire, collecter ça. Et après, ils disaient, bah super, les petits robots sont en train de travailler et demain, tout sera posté. Les petits robots, c'était les fondateurs et des stagiaires et un peu tout le monde dans la boîte. Et voilà. Et en fait, l'expérience client était là et du coup, ils arrivaient à délivrer avec beaucoup de sueur, beaucoup d'huile de coude. Mais en tout cas, ils arrivaient à vendre et ça marchait grâce à ça. Donc voilà. Donc c'est comment on peut compenser. Et là, faut être malin, mais il y a un milliard de façons dans le business model, dans le produit, dans le bon voilà, plein d'autres choses. Et être hyper opportuniste. Donc ça, je sais que ça peut être un sujet un peu sensible, notamment côté produit, mais sur les demandes spécifiques. Moi, dans les deux cas, c'était quelque chose qui était très très admis et même plutôt encouragé. Et après, tout le travail, c'est de savoir à quel point c'est spécifique pour un client précis ou à quel point c'est quand même réplicable. Il y a un marché derrière et on pense qu'on peut le réutiliser. Et voilà. Et donc, s'il y a suffisamment de profondeur et de ça, moi, j'encourage à le faire. Parce que oui, ça complexifie un tout petit peu le produit, mais c'est un moment où en fait, si c'est rarement si spécifique que ça, souvent, en fait, ça va être des différenciants sectoriels ou par rapport quoi, à la taille du client, au type de client ou de ça. Et en fait, qui nous permet, du coup, d'aller chercher de nouveaux clients grâce à ça. Donc, ça peut être un vecteur d'acquisition hein, de nouveaux prospects, clients et chiffre d'affaires.
quelques apprentissages très très personnels, parce qu'il y a aussi une vertu presque de thérapie à faire cet exercice. C'est une phase où la montagne russe émotionnelle est hyper forte. Donc faut être prêt à ça et s'accrocher. Donc c'est vraiment un jour on peut se dire mais comment on va payer les salaires et un jour on a doublé le chiffre d'affaires. Donc voilà, et c'est en fait un contrat peut vraiment faire tout basculer quoi. Un contrat gagné ou perdu d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est il y a énormément d'échecs quoi. Il y a 99% d'échecs et une victoire. Donc il faut savoir vraiment se nourrir de ces victoires. C'est hyper important et de pas rester accroché aux échecs. Ça c'est des traits de personnalité, mais en tout cas de même d'attente à avoir très forte. Il y a beaucoup de place pour les exploits personnels, je trouve, pendant cette période. Donc et en fait, il faut encourager, il faut créer un peu presque l'environnement qui est propice pour ça. L'exploit personnel, je sais pas, c'est un sales qui va réussir à aller arracher un contrat dans un forum, un salon à l'arrache, écrit sur un petit bout de papier, tout ça, ou un dev qui va en une nuit réussir à faire ce que personne n'arrivait à faire. Voilà. Et l'autre apprentissage très fort, et ça je l'ai vu même des différents fondeurs hein, de Easymovie et Multiposting, ils avaient une vraie obsession en fait à apporter de la valeur aux gens, quelle que soit la valeur. C'est-à-dire que même un client quoi, un prospect qui voulait pas acheter, en fait ils allaient toujours essayer de savoir comment je peux lui apporter de la valeur. Donc c'était soit de la mise en relation, soit je sais pas, aider sur le recrutement, donner des conseils, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant, même avec les candidats, avec tout le monde, de vraiment être dans cette obsession, créer de la valeur. Et en fait, ça crée vraiment un état d'esprit, un ADN culturel qui est hyper fort et qui ouvre en fait énormément d'opportunités. Étape 2 que j'ai appelé People. Donc là, on commence à grossir un peu l'équipe de 20 à 50 personnes. Donc là, on commence à vraiment créer son entreprise. On a un produit qu'on arrive à vendre, on a quelques clients. On doit vraiment créer maintenant une entreprise viable, durable et, euh, et être un peu moins du coup sur le stress de l'aléa. Le risque principal, je trouve, à cette période, c'est en fait, de plus arriver à livrer en équipe. Là, on commence à avoir différents métiers, on commence à avoir des, même des exigences un peu plus élevées, des nouveaux métiers qu'on maîtrisait pas. Et voilà, donc le risque, c'est de décevoir ses clients, décevoir en interne, et du coup, grosso modo, hein, très concrètement, de provoquer plus de churn d'employés ou de clients. Et ça coûte très cher et ça ralentit beaucoup. Donc, petit topo là-dessus, encore une fois, le contexte. On a peu de clients en général. En tout cas, moi, dans mon contexte très grand compte ou mid-market, pas indépendant ou très SMB. Peu de clients, beaucoup de pression. Le tableau n'est pas forcément rose comme ça, mais en gros, on est toujours en retard, on est surchargé, les clients, ils ont payé pour des choses qui n'existent pas. On commence à avoir quand même beaucoup plus de clients, on n'a pas encore les gens, en fait, pour livrer, on n'a pas encore les outils, il y a des choses qu'on sait pas faire, tout simplement, et qu'on a vendues, et on pensait que ça serait comme au début, mais en fait, là, c'est plus compliqué. Et on n'a pas les ressources pour, on doit attendre un peu avant de recruter, et il y a des besoins de recrutement partout. C'est aussi une étape où souvent les fondateurs ou fondatrices se détachent un peu de certains sujets clés. Donc c'est beaucoup d'opportunités et en même temps bah, une zone un peu trouble parce que bah, même vis-à-vis des clients ou des choses comme ça, les clients étaient habitués à parler aux fondateurs ou fondatrices. Là, ça va plus forcément être le cas. Donc ça change un peu le relationnel et justement aussi, faut regagner un peu de la confiance. La confiance gagnée précédemment, bah faut la regagner, refaire ses preuves. D'un point de vue roadmap, euh, en fait, elle est remplie de demandes et d'engagements pour les clients. Je pense que la petite différence, c'est que il faut rester très très bon et très très fort dans la delivery. Sauf que là, il y a une place quand même plus forte sur la discovery, c'est-à-dire que avant c'était de la pure survie et voilà, et donc on vendait sur des maquettes et tout ça. Là, il faut vraiment se faire une petite phase de discovery de comment je vais être capable de développer des choses qui vont servir vraiment pour tout le monde, quoi. Donc il y a cette phase qui se met en plus et le rôle du coup product s'enrichit pas mal. Plan d'action, c'est se faire une place vraiment sur son marché, sur son market space.
On est au-delà du problem space, c'est vraiment le market space, donc avec l'écosystème concurrentiel et donc comment on va se différencier. Mille et une manières de se différencier, hein. Ça peut être sur le produit, ça peut être sur des fonctionnalités, sur la techno, sur le business model, sur l'expérience utilisateur, sur peu importe. En tout cas, il faut savoir quels sont les points différenciants et s'y accrocher. Et donc là, c'est regagner ou gagner la confiance. Et là, c'est une étape où on sort un peu de la phase startup à l'arrache, où si on a créé un bon lien émotionnel avec ses clients, bah, ils nous pardonnent un peu tout. Là, même les clients commencent à embarquer, à prendre aussi beaucoup plus de responsabilités en nous déployant plus globalement dans leurs entreprises. Et donc, on doit être fiable. Et ça change un peu par rapport à la première phase. Il faut définir du coup son focus. Son focus, c'est très lié du coup à ces points différenciants. Mais sur quoi on doit être hyper concentré et on doit vraiment créer cette différence. Sur le recrutement, évidemment, sur le produit, sur le business model, faut être très clair là-dessus. Voilà, quelles sont les priorités. Et c'est le moment où on va construire des débuts de fondations solides. Donc c'est pas encore, tout sera pas solide, mais il faut mettre les fondations. Et donc là encore, il faut que ce soit très délibéré. Mais c'est d'un point de vue équipe. Donc c'est là où on commence à mettre en place des rituels. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut bah, maintenant il y a la question. Moi à mon époque il y avait moins, mais du remote ou pas. Voilà, ça c'est des choses qui vont commencer à s'ancrer. La culture, ce qu'on fait du présentiel, ce qu'on fait des points de synchro, est-ce que tout est en asynchrone, ce qu'on fait de l'écrit, j'en sais rien. Des principes sur le produit, des principes d'entreprise. La data, est-ce qu'on veut en mettre ou pas? Le product marketing, quelle place ça va avoir le marketing, plein de choses. Donc, quelques conseils, encore une fois, hein, par rapport à moi, à mes contextes et mes expériences, mais c'est vraiment, quoi, je pense que c'est un peu global, mais de prioriser et de commencer à faire des choix assez structurants. A fortiori sur le recrutement, je pense que c'est l'étape, c'est pour ça que je l'ai appelé People, où le recrutement est hyper important. Et, et voilà, et mon conseil là-dessus, c'est bon, c'est le classique, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais en fait, il faut vraiment mieux recruter trop tard que trop tôt. Dans un contexte quand même autofinancé rentable, on a un certain contrôle sur les choses. Se séparer de quelqu'un, alors quand il faut le faire très tôt. Mais voilà, et c'est pas agréable. Euh, Si on le fait tard, ça a un coût assez énorme. Ça peut briser de la confiance interne ou avec des clients ou autres. Donc voilà, donc là-dessus de vraiment se dire, c'est quoi. Je pense que l'aspect commercial reste et vente reste la priorité numéro un, mais je pense que recrutement devient presque à égalité, voire peut-être la priorité numéro un. Donc voilà, bien à savoir. Donc côté culture, il y a quelque chose, je pense, qui est important, c'est mettre en place vraiment une culture de l'écrit. Quand on commence à être 30, 40, 50, c'est important, il faut capitaliser un maximum de choses. Là, on commence à inscrire des choses dans la durée. L'ADN culturel se forme, je trouve, à ce moment-là. Donc, et typiquement, quelque chose de clair, c'est que le niveau global de l'équipe va commencer à se fixer et à se figer. Donc ça, via les recrutements, via aussi le management et via ouais, tous les principes qu'on va mettre en place. Donc, il faut vraiment en avoir conscience et faire des choix en conséquence, assez délibérés. Donc, typiquement, un exemple très concret que moi j'ai fait et qui a plutôt bien marché, mais c'était côté produit, c'est là où on commençait à avoir plusieurs squads, quoi, product teams. Et, euh, et pour garder vraiment cette équipe produit et se dire qu'on travaille tous ensemble, il y avait des rituels assez forts où toutes les semaines, on se voyait avec toute l'équipe produit, donc product manager, product designer, data, product marketing, pour en fait travailler tous ensemble, on s'échangeait les best practices, les difficultés de ça, et on essayait de tous craquer de ça tous ensemble. Et donc en fait, le message très clair, c'était c'est pas parce qu'on est séparé en squad qu'il faut juste performer dans sa squad, quoi. Ça va être qu'une réussite globale. Et ça, c'est des choses du coup qu'il faut commencer à ritualiser, il faut en avoir conscience. Et de le faire, bah, ça donne quelque chose qui était ça chez Easy Movie, c'était quelque chose d'assez fort, c'était ben, on va tous réussir ensemble ou personne n'est réussi finalement. C'est très collectif. Euh, Idem, par exemple, c'est le moment où on a mis en place des points produits pour toute l'entreprise, où du coup c'était des talks où une fois par mois, toute l'entreprise se réunissait autour du produit. Donc c'était vraiment une étape où on était passé
On faisait passer vraiment même du service à quelque chose de très SaaS et de très produit. Donc culturellement, c'était assez fort. Euh, et enfin, c'est une étape où je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur là où on est différenciant, là où on est spécifique, on est unique, vraiment nos points de singularité. Pour tout le reste, il y a les bonnes pratiques SaaS. Euh, et donc c'est encore une étape où on doit gagner vraiment des parts de marché. Donc je sais pas, dans les SaaS, il y a un milliard de trucs qu'il faut avoir, typiquement pouvoir gérer son compte, retrouver sa facturation, pouvoir se désabonner en ligne, des trucs comme ça. C'est des choses. Alors l'époque multiposting, c'était un peu moins, il y avait moins de bonnes pratiques SaaS. Et l'époque EasyMovie, c'était déjà en place, on le faisait pas, mais parce que concrètement, il n'y a aucun client qui va churner parce que peut pas retrouver ses infos de facturation en ligne, quoi. Pas à ce stade. Et donc du coup, il vaut mieux investir autre part. On sait qu'il faudra le faire à un moment donné, mais voilà, c'est pas la peine. Et pour tout le reste, il faut pas réinventer la roue, quoi. C'était une erreur, mais on avait voulu réinventer la manière de gérer des tableaux, quoi. Des tableaux, c'est des tableaux, il y a plein d'exemples, c'est compliqué à faire et ça, mais faut prendre, quand il y a des bonnes pratiques, faut les prendre. Un exemple très concret, c'était la rémunération. Là, entre 20 et 50, ça devient un sujet très important, notamment d'aligner et d'avoir quand même une espèce de grille, mais homogène. On peut pas faire que du cas par cas. Mais c'est pas un sujet qui est unique. C'est tout le monde dans le SaaS B2B, encore plus à Paris, tout le monde a la même problématique. Et donc, à moins que ça soit parce que j'en sais rien, parce que nous, notre point différenciant, c'est sur notre façon de vendre, et donc on a une rémunération liée à la vente qui est hyper spécifique. Ok, là on peut se casser un peu la tête dessus. Sinon, faut regarder les market practices et voir où on se situe, quoi. En fonction de voilà, est-ce que notre sujet il est sexy ou pas, notre difficulté de recrutement, notre difficulté de rétention, et se dire est-ce qu'on veut être par rapport au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, pile à la moyenne. Voilà. Apprentissage perso, je vais aller vite, ça reprend, mais la base reste vraiment l'excellence de l'exécution sur cette phase. Et là, on peut quand même aller un peu plus loin, mais voilà, c'est vraiment le B à bas. Les non-décisions sont prises, je trouve, pendant cette période-là, elles ressortiront forcément et elles vont ressortir assez violemment. Donc c'est typiquement, si on garde l'exemple des salaires, c'est si on garde des salaires vraiment au cas par cas, les gens vont commencer à se parler et il va y avoir plusieurs personnes qui vont faire le même métier, qui vont avoir des rémunérations, même niveau d'expérience, ça, rémunérations différentes. Et ça va commencer à poser des problèmes. Donc voilà, donc faut prendre des décisions, quitte à ce que la décision soit, on verra plus tard, mais en tout cas, faut prendre vraiment des décisions. Du coup, être clair là-dessus. C'est une étape où ça devient assez dur, en fait, d'être lucide, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Euh, et en fait, c'est assez facile de se cacher derrière des exploits ou de la chance. Donc, des exemples très concrets pour illustrer, il peut y avoir des équipes commerciales entières ou des bouts d'équipe, par exemple, qui peuvent, au global, plutôt bien performer. Mais ça, c'est parce qu'il y a un ou deux top performers qui, en fait, vont faire le chiffre pour tout le monde. Et il y a d'autres personnes qui contribuent pas, en fait. Et ça, c'est problématique. Sauf que c'est un stade où il faut être lucide. Euh, Justement, c'est très people, donc dans le recrutement, dans le management et de ça, parce que ça va fixer le niveau global. Donc il faut prendre des décisions. Et c'est pas facile, parce que souvent, il y a des liens humains qui sont assez forts. C'est aussi, et je pense que ça va aller avec le point d'après, mais le plaisir qu'on a dans cette phase, il est assez différent de la première phase. C'est pas pareil, en fait, d'être 40 dans une entreprise avec des bureaux, potentiellement des pièces séparées, potentiellement aussi du remote et tout ça, et d'être 5 à 10 dans un bureau, tous collés serrés, avec un seul objectif, tout le monde est au courant de tout, tout le monde fait un peu de tout ça. Donc c'est une étape où il faut prendre du temps pour se poser des questions. Est-ce que je suis toujours bien? Est-ce que je prends toujours autant de plaisir, même s'il est différent? Ou alors est-ce qu'il faut changer de rôle, de poste, d'entreprise? Voilà. Et c'est pareil, en fait, l'automatisme un peu ouais, des premiers arrivés qui vont prendre du management et de ça. Voilà, il faut voir est-ce que vraiment pourquoi les personnes veulent prendre du management, est-ce que c'est juste pour du salaire ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fort pour eux, quoi, et d'important. Et donc c'est aussi avec le côté d'être lucide et parfois des gens ne correspondent plus en fait à cette étape. Ils sont très bons pour aller de 0 à 1, mais après ils s'éclatent plus, donc faut changer des choses.
Et je parlais de la pression qui montait, mais il faut savoir, je trouve, pendant cette période, on a tendance à croire que les erreurs sont hyper graves et tout. Je trouve pas trop encore. On peut encore tout rattraper assez facilement. Donc, faut pas hésiter à justement à prendre des décisions, quitte à ce que ce soit les mauvaises, mais on peut facilement les reverse, quoi, les changer. Pour, alors peut-être pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Étape 3 du coup, process. Alors là, c'est on a déjà un produit qui marche bien, on a déjà une équipe de base assez solide. Là, il faut commencer à penser un peu plus scale. Donc là, c'est de 50 à 100 personnes. On peut, euh, on peut commencer notamment à aller chercher de la dette de manière un peu plus importante, d'aller chercher des subventions importantes, et ça, quoi. On commence à pouvoir aller chercher des moyens, des modes de financement qui sont non dilutifs. Après, pourquoi pas aussi dilutifs, hein, mais euh, qui sont importants ou du coup qui vont nous permettre en fait d'investir sur des nouvelles choses. Donc là, c'est hyper important d'aligner l'organisation pour qu'elle reste efficace et rentable. Donc de garder ce motto vraiment de la rentabilité. Le risque principal, c'est de partir dans tous les sens. Donc de ralentir et de se faire rattraper par la concurrence ou par ses coûts. Euh, la concurrence, on commence à être visible, hein, une boîte à 50 personnes qui a déjà fait son trou en quelques années. Donc du coup, il va y avoir plein de petites boîtes qui vont être justement dans la première phase de 0 à 10 personnes, qui vont aller très très vite et qui vont copier et qui vont prendre énormément de raccourcis parce que ils vont copier pas mal le produit. Donc voilà, donc le contexte, c'est on commence à avoir des moyens d'investir, mais on n'a pas trop l'habitude de faire vraiment des gros investissements. Donc c'est quelque chose, je sais pas, un grand groupe en général, par exemple, est très très rodé là-dessus, moins sur peut-être la vitesse, mais voilà, une boîte autofinancée rentable et de ça, il y avait plein de choses en fait qui faisaient quand on avance beaucoup dans l'urgence. Donc parce que en fait on n'a pas le choix et c'est plutôt comment on va se débrouiller pour arriver à faire ça alors qu'on peut pas quoi. Là, on commence à se dire bah maintenant on peut vraiment investir sur des projets où le ROI et la time frame, quoi, la durée sera pas exactement la même. On n'est plus que sur 3 à 6 mois, potentiellement, on va investir sur des sujets un peu plus différenciants ou recréer presque des nouveaux produits, des nouveaux projets, aller chercher des nouveaux marchés, des nouveaux segments géographiques, voilà. Et donc c'est une phase où il y a plus de 1000 idées à la seconde, et donc ça peut, quoi, c'est source d'opportunités, mais aussi de danger. Souvent, on a justement aussi cette nostalgie surtout les fondateurs, pas mal de ces moments où on était capable, qu'en quelques semaines, de sortir un truc de zéro, hyper rapide, hyper à l'arrache. Et donc, il y a ce côté de comment créer ça dans une organisation qui aussi s'est mis plus en mode un peu run, où la fiabilité est devenue quelque chose d'important, et les attentes des clients, notamment en termes de SLA, de support, de niveau de service et de ça, est pas du tout la même. Et à l'arrache, en fait, quoi, il peut y avoir un peu un conflit un peu bipolaire entre quelque chose, construire vraiment quelque chose de se renforcer, être très très solide sur certains points et quelque chose de plus très 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 rapide et un peu quick and dirty, on va dire, pour juste tester des idées. Et donc là, la roadmap, elle peut prendre plein de chemins différents. C'est le moment, je trouve, où ça peut partir. Et donc il y a vraiment besoin d'arbitrage, de mettre des systèmes d'arbitrage qui sont qui sont partagés hein, avec tout le monde, qu'il y ait des règles claires et d'avoir des choix très stratégiques. Donc là, en plus, côté produit, on va dire, en plus de la delivery discovery, il y a une grosse partie stratégique qui est hyper importante. Et pourquoi? Parce que là, on va être capable de faire des investissements plus importants. Donc, il faut être capable de les mesurer, de les contrôler, euh, tout en consolidant en même temps la base très forte qui a encore à ce stade beaucoup, beaucoup de limites, quoi. Donc c'est typiquement, alors moi c'était très grand compte, mais c'est une partie où au fur et à mesure en fait de l'upsale, on commence à passer les niveaux où on doit passer avec les achats, avec les services légaux, juridiques et tout ça. Donc il y a plein de trucs en sécurité, en contrat, tout ça où on était un peu light, où là faut commencer à être assez costaud. C'est pareil là tout ce qui est alors maintenant, il y a RGPD, il y a pas mal de choses qui permettent de cadrer dès la base, mais des certifications ou des choses comme ça, où pour jusqu'à 50 personnes, on s'en fout un peu, et c'est très rare, sauf si on fait du paiement ou des choses très très régulées.
de l'assurance. Mais là, c'est même pour un SaaS de recrutement ou de vidéo, bah, ça commence à être assez important, les SOC 2, les ISO 27001, 27002 et tout ça. Donc voilà, donc important d'avoir une stratégie, une direction très claire avec stratégie, objectif, d'avoir un système de priorisation et de contrôler, d'être conscient qu'il y a des risques. Et où est-ce qu'on prend les risques? Où sont les risques? Et donc, du coup, quel investissement on fait et comment avoir un bon équilibre avec le côté consolider la base. Et surtout, bah, il faut continuer à rester simple parce que 50 à 100, ça reste tout petit. On commence à se frotter aussi à des plus gros acteurs. Je sais pas, typiquement au multiposting, donc recrutement, bah, il y a bah, justement tous les SAP, Oracle, donc il y a Talentsoft et compagnie, mais qui sont assez solides, qui sont plus gros et qui on commence à marcher un peu sur leur plate-bande, là où avant on était anecdotique. Pareil, EasyMovie, on commence à avoir en face des Adobe, Go, quoi. Donc pas le même, pas le même jeu. Donc rester simple, très concret et capitaliser sur chaque chose. Donc voilà, donc c'est le passage vraiment d'une approche un peu très opportuniste à une approche plus systématique. L'important, peut-être le plus gros conseil, c'est de jamais se détacher de la réalité concrète et terrain, vraiment, avec les clients, les équipes, le produit. Le recrutement reste clé, je pense, à tout niveau, mais là, je pense que c'est le moment où les fondateurs ou fondatrices peuvent se détacher un petit peu du recrutement. Ça, c'est un risque énorme. Je pense qu'il faut pas le faire jusqu'à 150 personnes. Il faut vraiment qu'ils voient tout le monde, notamment sur le fit, la culture de l'entreprise. C'est le moment où j'avais déjà parlé de l'écrit, mais je pense que la direction, là, elle doit être clairement écrite. Ça peut pas être juste des fulgurances le jeudi soir dans un bar et puis voilà, et ça va aligner tout le monde avec deux pintes. Là, il faut que ça soit écrit, partagé, répété, et notamment les limites, qu'elles soient clairement posées. C'est le début, mine de rien, entre 50 et 100, où il commence à y avoir des stratégies, des stratégies un peu ouais, bah, quelle va être la suite, quoi. L'IPO en boîte rentable autofinancée, alors il y a quelques exemples, hein, mais qui se comptent sur les doigts de la main. Mais donc, c'est est-ce qu'on veut aller relever de l'argent? Quand est-ce qu'on veut aller le lever? Parce que, a priori, on l'avait jamais fait. Est-ce qu'on veut aller acheter via de la dette ou autre? Est-ce qu'on veut aller se faire acheter? Et voilà. Et ça, typiquement, l'exemple de Multiposting qui s'est fait racheter par SAP, c'est le moment où des limites étaient très très claires. Donc, grosso modo, on gérait les annonces d'emploi. Donc, la suite logique, c'était gérer toutes les candidatures. Et c'était déjà tout un autre problem space, en fait, et un autre marché qui est celui des ATS, ça s'appelle, c'est Applicant Tracking System, quoi, gérer vraiment les candidats. On peut dire même un CRM un peu candidat, quoi. Et ça, c'était un point où le founder était en mode, c'est un no-go, on n'y va pas. Et il avait toujours en tête en fait, c'est eux qui vont nous acheter. C'est ce qu'il y a de plus probable, quoi. Il y avait soit des Adecco, Manpower, Co, soit en fait des acteurs comme ça. C'est ce qui s'est passé, voilà, avec un peu de talent et beaucoup de chance. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça, c'était un point. Et du coup, côté produit, moi, c'était dès que et c'était la tentation était hyper forte, parce que même les clients demandaient ça, de OK, vous vous traquez un petit peu, vous voyez un peu les nombres pour avoir des stats et tout, mais votre outil, il est mieux que l'outil de SAP ou d'Oracle. Il est plus intuitif et de ça. Est-ce que bon, moi, je pourrais pas gérer un peu les candidats? C'était pas très compliqué à faire. Vous pouvez facilement rajouter une petite ligne business, mais d'un point de vue marché, d'un point de vue strat, c'était la limite parce qu'ils savaient que si on allait là-dessus, quoi, voilà, ça pouvait compliquer les partenariats et donc la vente. Et donc lui, il voulait vraiment fonctionner en partenariat, même si l'expérience utilisateur globale pour les clients était moins bonne. Bah, au final, vu on était déjà intégré avec un peu tout le monde, dont SAP, bah, le rachat s'est fait hyper facilement. Ouais, ça c'est par rapport vraiment du coup aux objectifs hein, de chaque boîte. Donc la communication, c'est une phase où on peut plus. Je parlais là du moment un peu le midi ou le soir, mais on peut plus quand on peut plus communiquer que humainement, un peu comme ça, et les infos, en fait, on entend un peu tout. Et il n'y a jamais de surcommunication. C'est un truc que j'ai remarqué. Il y a des mauvaises communications, mais il n'y a jamais de surcommunication. Donc ça, faut y aller. Et il faut capitaliser du coup sur tout, avec l'écrit, documenté. C'est vraiment un investissement en fait, pour pas perdre en vitesse. Donc mesurer son risque, j'en ai déjà pas mal parlé, mais avec cette culture vraiment du ROI. C'est le moment où même si les temps peuvent changer, c'est le moment où en fait faut être vachement héroïste, notamment par rapport au passé.
moi, dans mes deux expériences, là, c'était le moment où parmi les premiers clients, premiers segments, en fait, ça, on avait évolué et il y en avait qu'il fallait objectivement tuer, quoi, arrêter avec ces clients. Parce que on avait mal vendu à l'époque, et c'était comme ça, c'était pour manger, et c'était plus rentable et trop galère, et ça, et donc en fait, il fallait se concentrer sur d'autres segments, quoi. Voilà, ça c'est d'arrêter certaines features aussi, et donc garder le contact avec les clients, hyper important. Donc ça, c'est mon premier point, mais de l'apprentissage très très personnel. Mais on part vite dans la théorie un peu des projections hors sol. Alors il faut vraiment se frotter tout le temps au client et il faut avoir ce double truc de la tête dans les étoiles et les pieds dans la merde, hein. Mais c'est garder vraiment ce double truc de... Là, il faut avoir plus de projections. Si on veut passer de 50 à 100 et même au-delà, bah, faut quand même avoir une vision, commencer à avoir des plans un peu à 3 ans. Sauf que faut pas perdre... faut pas se perdre là-dedans, il faut vraiment être aussi les deux pieds dedans et voilà, à 3 jours là, qu'est-ce qui est vraiment horrible encore avec les clients, tu vois, dans ce qu'on rajoute, quels sont, voilà, comment évolue le marché par rapport à ça. C'est le moment où tout ce qui n'a pas été bien pensé casse. C'est toujours au pire moment. Mais voilà. Autre point très important, mais c'est la simplification. Ça prend énormément de temps. Donc ça, faut le prévoir. C'est vraiment une initiative qui apporte de la valeur simplifiée en fait. Donc c'est simplifié, j'en parlais, mais même nos segments clients, hein. C'est bah, accepter que on était parti un peu sur toutes les verticales, voilà, et accepter en fait d'en tuer certaines pour se recentrer sur quelques verticales. Ça, c'est de la simplification. C'est dans les méthodes, dans les business models, tu vois, c'est un point où il faut absolument avoir un seul business model. Il faut plus vendre avec des spécificités de ça. Ça ralentit beaucoup trop. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il faut planifier aussi pour le meilleur et pour le pire, mais toujours être dans ce mode de notre plan, donc que ça soit le BP, la roadmap ou autre, il faut arriver à surdélivrer, toujours. Et ça, c'est important pour garder cette dynamique avec les clients en interne de vitesse et de croissance. J'en avais déjà un peu parlé, mais c'est encore plus vrai là, c'est que les décisions fortes doivent être prises et il vaut mieux en fait les prendre trop tôt que trop tard, je pense. Parce que voilà, il faut avoir un peu son petit framework. Moi, j'utilisais pas mal un peu celui de Bezos, là, le fondateur et le patron d'Amazon, mais qui est, il y a un peu les two-way doors, c'est les portes, en fait, les décisions où c'est un peu les portes de saloon, quoi. On peut prendre, revenir en arrière et ça, c'est vraiment la vitesse, il faut aller plus vite. Finalement, quelle que soit la décision, faut tester sur le marché. Et après, il y a les one-way doors, où là, c'est une fois qu'on les prend, c'est quand même une décision plus, on peut pas trop revenir en arrière. Et voilà, faut pas les repousser. Et c'est ces décisions qui vont faire qu'on va réussir à garder justement la rentabilité, la vitesse et la croissance potentielle. Et c'est le début aussi, c'est ce que j'ai observé, mais entre des conflits, on va dire, entre des intérêts personnels et collectifs, autres que les salaires, hein, mais sur même bah, ce que veulent les gens, quelle perspective ils ont, voilà, entre, je sais pas, pour prendre un exemple très concret, mais entre celui ou celle qui est très heureuse dans une boîte entre 50 et 100 personnes et voilà qui veut rester un peu là-dedans et une autre personne qui veut monter à 1000 personnes pour connaître voilà entre quelqu'un qui veut partir à l'étranger absolument quelqu'un qui veut rester en France avec l'ouverture de bureaux à l'étranger, voilà. Il y a plein de cas comme ça, voilà, qu'il faut commencer à gérer et qu'il y avait moins avant, parce qu'il y avait moins de possibilités. Et voilà, j'ai mis quelques conseils en bonus que je savais pas où ranger. Donc, et être lucide collectivement par rapport à ces trois phases, où on est. On peut se tromper souvent. Donc, il y a l'exemple concret du product market fit. Il y a aussi des espèces de retours en arrière si on change un peu de marché ou autre. Et voilà, garder un peu ces ordres de grandeur en tête, donc même si c'est qu'un proxy, hein, le nombre d'employés, mais si on a perdu notre product market fit et qu'on a déjà 80 personnes, ça se passe rarement bien. Euh, S'intéresser même individuellement à la dynamique globale de l'entreprise pour pas être trop frustré localement. Donc côté produit tech, c'est un truc très très classique, mais c'est notamment la phase 20-50 personnes. C'est on continue à faire des choses un peu à l'arrache. Voilà, il faut voir un peu l'ensemble. Rien n'est parfait, bon ça vous le savez, mais des questions d'équilibre hein, et surtout par rapport au contexte. Et toujours chercher à simplifier. Je pense qu'on simplifie
jamais, jamais assez. C'est hyper riche, c'était vraiment très très riche. Je crois qu'on se rend pas compte de la profondeur de. Tu m'as convaincu, Emmanuel. Je vais te prendre en mentor pour te conseiller. Avec Euh, plaisir. J'aime beaucoup ce modèle de réflexion Product People Process. J'imagine que tu t'es inspiré du bouquin de Ben Horowitz, Hard Things About Hard Things. En tout cas, il en parle énormément dans son Ouais, livre. C'est l'un des meilleurs bouquins d'entrepreneuriat, ouais. s'il y en a qui sont intéressés par le sujet. On a quelques questions. Moi aussi, j'en ai. N'hésitez pas à poser les vôtres pour celles et ceux qui sont avec nous. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions. On a 5, 7 minutes ensemble. On va essayer d'aller vite, de les parcourir de manière efficace. Euh, voilà, on a une question qui revient. Moi aussi, j'avais celle-là de la part de Jean-Luc. C'était celle tu sais, du passage de t'as rien du tout à tu commences à avoir quelque chose. Et pour ça, tu commences à vendre un produit, en fait, avant de l'avoir conçu. Mm, Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous donner tu vois, l'exemple chez Easy Movie? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez tenté plein de trucs? Est-ce que vous avez tenté une seule niche? Euh, Qu'est-ce que vous avez vendu au tout début? Il n'y a pas un syndrome d'imposteur tu vois, concrètement, à quoi ça ressemble cette phase très spécifique? ouais, ouais. Ouais, bah, alors, syndrome de l'imposteur, ouais, c'est toujours, je pense. Comment ça s'était passé sur Easy Movie? Sur Easy Movie, il y avait. C'est marrant parce qu'en fait, il y avait une conviction assez forte. Donc, même avant même que j'arrive, hein, mais la boîte avait été montée en 2013. Et la conviction assez forte, c'était. Donc, 2013, c'était iPhone 4, pour donner. Et, Ouais, euh, et la conviction, 2013, c'était, du coup, du fondateur, c'était que les gens dans la vie de tous les jours commençaient à prendre de plus en plus de photos et il commençait à y avoir il y avait déjà WhatsApp, donc des moyens d'envoyer quand même des vidéos, tout ça, via leur téléphone. Et donc, lui, c'était, bah, en fait, toutes les vidéos d'entreprise. En fait, la caméra du téléphone va devenir aussi bien qu'une caméra pro. Et donc, même les films d'entreprise vont être faits au smartphone. Et comme tout le monde va avoir un smartphone, mais en fait, tout le monde va pouvoir créer du contenu de la même manière que les gens à l'époque faisaient déjà beaucoup de blogs ou Twitter ou autre, quoi. Donc en gros, c'était tout le monde peut devenir son propre média vidéo grâce au téléphone. Donc ça, c'était sa conviction et en fait, il allait pitcher là-dessus. Et en fait, les premières ventes se sont faites. Donc les gens l'écoutaient là-dessus et puis il était sympa. Et puis voilà, il créait beaucoup, beaucoup d'empathie et voilà, il cherchait vraiment à apporter énormément de valeur aux gens. Et comme en fait, il cherchait énormément à apporter énormément de valeur aux gens, en fait, les premiers trucs qui se sont vendus, c'était pas vraiment ça. C'était, en fait, les gens s'en foutaient un peu du téléphone et c'était plutôt en mode, ok, c'est sympa de prendre des vidéos de ça. Donc lui, c'était, je vais faire une app, voilà, avec des vidéos et des conseils vraiment pour prendre des vidéos, quoi, en gros, pour transformer n'importe quel employé en cadreur, quoi. Il pensait pas trop à la partie montage et en fait, ce qui était vendu avec les premiers clients euh, c'était plutôt sur la partie montage. Et ok, donc vraiment de dire, en fait, nous, on fait tout le temps un peu les mêmes vidéos qui durent 3 minutes où on fait l'interview de Micheline, de Jean-Jacques et de machin, qui parlent de leur projet ou leur job et de ça. ouais, C'est ouais. 3 vidéos, pareil, elles vont durer 3 minutes, toujours la même structure, ou des interviews, tu vois, des témoignages clients, des choses comme ça. Donc en fait, est-ce que vous pouvez pas nous aider, nous accompagner là-dessus? Et donc bien sûr, J'imagine que vous avez vraiment monté à la base donc, en local ou utilisé des monteurs en fait ouais, c'est ça. externes, Et des en fait, freelances. il y a eu des monteurs qui Mm, ont été embauchés. Et donc, il y a eu cette première partie qui a été faite. Et avec toujours le côté de, OK, OK, ben, on va faire ça. Mais après, nous, ce qu'on va faire, pousser son idée, c'est vous allez filmer tout ça avec votre téléphone. ouais, Et voilà. Et en fait, c'était comme ça, pousser un peu et construire le produit comme ça, avec cette vision de et captation et montage. Mais en fait, tu vois, ce que les clients ont acheté en premier, c'était du montage et qui était fait qu'avec des monteurs d'un point de vue purement humain, quoi. Et donc le produit au départ, c'était captation et après un espèce de WeTransfer un peu plus adapté, quoi. Une plateforme d'échange de fichiers vidéo, quoi. ok. Et donc on avance un peu là sur la phase 20-50 personnes.
c'est une question de Charlotte que je me pose aussi, mais tu sais, quand tu as ces points d'entreprise pour sortir un peu la tête de l'eau, et regarder un peu en arrière, qu'est-ce que tu essaies de... Enfin, il y a mille façons d'organiser des All-Ends, des points mensuels avec toute la boîte, mais Ouais, toi, rétrospectivement, qu'est-ce qui te semble le plus utile, en fait, à partager avec tout le monde, quoi. ouais, ouais. Bah ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise. Tu vois, à quel point à quel point c'est transparent ou pas, à quel point c'est top-down et ça. Donc, je pense qu'il faut Ouais, vraiment voir par rapport à son contexte. Après, moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est très personnel, hein, mais c'est justement un maximum de transparence. Et à mon avis, moi, j'aime bien un mélange, en fait, quoi, un peu de publier, genre typiquement sur Slack ou autre, en fait, des datas un peu brutes ou des choses, mais de manière ritualisée, par exemple, toutes les semaines, avoir une mini, une mini newsletter ou un mail ou quelque chose comme ça. Il y a typiquement Mathilde Collin là, de Front qui avait écrit un article dessus et voilà, où elle fait ça toutes les semaines, a priori, depuis le début de Front. Ça, je trouve ça très bien. Après, je trouve ouais, la force des Hollands, il faut trouver le bon écart. Moi, j'aime bien tous les mois ou tous les 2 mois, quand même assez fréquent, où là, le truc, c'est comment, c'est expliquer des choses qui sont plus dures à expliquer et donner un peu plus de vision, de perspective. Donc, quelque chose mm, d'un peu plus inspirationnel et donc, en fait, sortir les chiffres bruts, en fait, qui sont donnés de manière, voilà, où, à chaque fin de mois, faire le bilan un peu du CA par rapport aux objectifs, des choses comme ça. Et là, d'avoir quelque chose d'un peu plus inspirationnel, que ça soit, alors le produit s'y prête bien, hein, mais voilà, mais après, ça peut être sur l'équipe, sur le recrutement, sur, je sais pas, hein, plein de sujets. ok. Écoute, il est 13h, on va essayer de pas trop déborder. Moi, j'avais une dernière question. N'hésitez pas à nous mettre vos retours avant de partir. N'hésitez pas à nous mettre vos retours dans le chat sur le talk, ce que vous avez trouvé utile, si comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Euh, Moi, ma dernière question, c'est donc de plus en plus, on voit que cette culture-là, c'est vraiment la culture un peu qui est en train de s'étendre dans la tech. Euh, Toi, qu'est-ce que tu recommandes aux product people en termes de hard skills, de soft skills, tu vois, d'attitude à avoir, tu vois, à cultiver dans ce contexte-là. J'imagine que tu as pu recruter pas mal de gens, qu'il y en a qui ont bien marché dans cette culture chez EasyMovie, Multiposting avec ses valeurs, d'autres qui ont moins bien marché. Qu'est-ce Ouais. qui est le plus important pour des product people dans ce genre d'environnement? Hmm. Ouais, ouais. Ouais, très bonne question. Pas évidente. Je pense que moi, ce qui a très bien marché, c'était des gens qui avaient cet état d'esprit assez business et héroïste, et qui collait bien du coup avec l'entreprise, quoi. C'était vraiment qui cherchaient, ouais, à pas forcément faire les meilleures choses du monde et ça, mais qui cherchaient à faire, qui cherchaient tout le temps en fait les faits un peu leviers, quoi, et à investir là-dessus. Mais de manière très très concrète, quoi. Pas à long terme et de ça, pas projeté et de ça. Donc, ouais, cette double capacité qui est assez dure, mais à la fois très très problem solver, quoi. À aimer résoudre en fait des problèmes et ça c'est être très très concret, mais avoir cette notion un peu plus quoi, un peu plus tu vois sur la vision de je sais que là je fais cet investissement, même si c'est pas le truc le plus rigolo que je dois faire là, parce qu'en fait c'est ça qui va me générer le plus de cash à court moyen terme, et donc ça je sais que je vais pouvoir le réinvestir autre part. Ouais. Ah, effectivement, nous, on va pas, enfin, un petit disclaimer, c'est quand même ce qu'on nous demande très souvent en termes de profil aujourd'hui, des product people très orientés impact. C'est ce qu'on vient recruter, c'est ce que les startups et scale-up viennent recruter aujourd'hui chez Double Crew et pas que, aussi des groupes plus importants. Et ce que tu décris reflète bien enfin les briefs qu'on nous partage. Donc voilà, si ça peut inspirer
certaines personnes aujourd'hui, que ce soit côté candidat ou côté recruteur, c'est toujours bon à prendre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était vraiment très, très riche. On te partagera les questions qui viennent. Yes. N'hésitez pas à nous mettre à nous mettre votre retour aussi avant de partir. On va laisser le chat ouvert. Euh, bah, écoute, encore une fois, c'était vraiment un webinaire très, très riche. On aura l'occasion de continuer à creuser cette problématique bientôt. Et puis nous, on se revoit bientôt. Merci encore, Emmanuel. Bon déj et Merci à tous. bon déj à tous et à toutes et à bientôt. Merci à tous.